Bonjour. L'épopée de la France libre puis de la France combattante, ça a été aussi une histoire de relations personnelles entre De Gaulle et certains grands chefs. Et évidemment, au premier rang de ces grands chefs, on trouve le général Leclerc, plus tard maréchal Leclerc, un homme, Hervé Gaimard, qui n'est pas de la même génération de De Gaulle, qui a aussi un profil militaire différent. Et pourtant, alors que rien finalement ne peut l'indiquer, les deux hommes vont se retrouver en 1940. Oui, ils ne sont pas de la même génération. Leclerc a 12 ans de moins. Il n'a pas fait la Première Guerre mondiale, mais il est très marqué parce que sa famille a été décimée par la Première Guerre mondiale. C'est un aristocrate catholique, pas très républicain, en tout cas moins, beaucoup moins que le général de Gaulle. Il a servi notamment au Maroc, alors que de Gaulle n'a jamais servi dans les troupes d'outre-mer. Quand il était au Liban et en Syrie, il était dans un état-major. Donc ces deux hommes, au total, assez différents. Et pourtant, ce seront des figures tutélaires de la France libre et de la libération de la France. De Gaulle reçoit Leclerc dès qu'il arrive à Londres. Il faut savoir que le parcours de Leclerc est exceptionnel parce que, comme il le dira lui-même, il a pu gagner Londres sans l'ombre d'un regret parce qu'il avait une fonction d'état-major en 1940. Donc il n'avait pas la responsabilité d'un bataillon, d'un régiment ou d'un escadron puisqu'il était cavalier, d'une part. D'autre part, il est marié, il a 6 enfants et c'est un des rares Français libres de cet âge avec une famille aussi nombreuse. Et donc il rencontre sa femme un jour ou deux dans le sud-ouest avant de partir à Londres. Donc c'est sur le plan personnel et familial un courage inouï. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il choisit le pseudonyme de Leclerc, parce qu'il s'appelle, comme chacun sait, en réalité Philippe de Haute-Cloque. Mais il faut savoir que cet officier non conformiste qu'est Leclerc, qui a une très grande vitalité, est aussi un esprit bien fait, parce qu'il est major de sa promotion à Saint-Cyr, et il est aussi major de sa promotion à l'école de guerre, qu'il a faite, je crois, en 1938. Et dans ses mémoires, de Gaulle dit qu'ils se reconnaissent tout de suite, en fait, mutuellement. Je n'ai plus la citation précise en tête. Et il lui fait immédiatement confiance, puisque à peine arrivé à Londres, il lui demande d'aller rallier l'Afrique équatoriale française. Et avec Claude Etier de Bois-Lambert et quelques autres, il traverse le fleuve sur une pirogue, et il rallie sans coup férir, je crois qu'ils sont 5, il rallie le Cameroun à De Gaulle. À peu près au même moment, au nord, Félix Éboué a rallié le Tchad, et c'est ainsi qu'on a ces 3 glorieuses qui signent le ralliement de l'Afrique équatoriale française à la France libre. Donc c'est un type absolument exceptionnel. Donc là où De Gaulle et Leclerc se rejoignent, c'est finalement dans cette capacité à se donner de grands objectifs et à faire beaucoup avec très peu de moyens. Très peu de moyens et un non-conformisme foncier. Parce que ces deux hommes, en fait, ne sont jamais là où on les attend. Parce qu'on pourrait imaginer qu'ils sont appesantis par leur origine sociale, par leur formation, et en fait, c'est exactement le contraire. Ils ont, pour reprendre un titre d'une nouvelle de Julien Gracq, ils sont animés par une liberté grande, absolument incroyable, et en fait, De Gaulle et Leclerc, c'est le frottement de 2 libertés, en fait. Et c'est ce qui est formidable dans ce parcours parallèle de ces deux hommes. Alors le 1er août 1944, Leclerc débarque en France à la tête de sa mythique 2e division blindée, qu'il a formée, qu'il a constituée entre le Maroc et l'Angleterre, le Yorkshire, entre l'été 43 et l'été 44, qu'il considère d'ailleurs comme la plus grande de ses réussites. Qu'est-ce qui va faire la spécificité à la fois militaire et peut-être même politique de cette 2e division blindée dans la libération du territoire?
Alors, il faut savoir que la deuxième division blindée, et nous savons que Leclerc ne l'a pas fait de gaieté de cœur, n'est pas celle qui était en Afrique. Puisque les Britanniques et les Américains ont exigé qu'il n'y ait pas d'hommes de couleur dans cette nouvelle deuxième DB qui arrive en Grande-Bretagne pour débarquer le 1er août en Normandie. Et pour Leclerc, ça a été un crève-cœur, parce qu'il était très attaché, évidemment, à ces soldats africains qui, jusqu'alors, composaient une grande partie des effectifs. Donc, Leclerc, que ce soit à Alger ou en Angleterre avant le débarquement, a toujours eu une ligne de crête difficile à tenir, parce qu'il est d'une fidélité absolue au général de Gaulle, mais il dépend des Alliés pour son armement, bien évidemment. Et quand il y a eu, et Dieu sait qu'il y a eu des périodes difficiles entre de Gaulle et les Alliés, il était un peu entre le marteau et l'enclume, mais il est toujours arrivé à rester fidèle à de Gaulle, tout en étant sur le plan militaire, dans les plans d'une armée alliée. Donc, l'épopée de Leclerc, à partir du débarquement du 1er août 1944, c'est d'abord, bien sûr, la libération de Paris. Tout le monde connaît, ça a été popularisé dans Paris brûle-t-il, le film américain, non pas le film américain, le film français, puisque c'est un film de René Clément. Je confonds avec Le jour le plus long, qui est lui un film américain de Daryl Zanuck. En fait, on voit très bien que l'enjeu, c'est la libération de Paris, c'est un enjeu politique, alors que pour les Alliés, ce n'est pas un enjeu militaire, à tort d'ailleurs, mais en tout cas, Leclerc à Argentan arrive avec de Gaulle à convaincre Eisenhower qu'il faut foncer sur Paris. Donc la deuxième DB, c'est la porte d'Orléans, c'est, comme le dit Malraux, le rouge à lèvres sur les visages des soldats. C'est le capitaine Dronne et la Nouève qui arrivent en précurseur devant Notre-Dame. Donc c'est toute cette geste que l'on connaît bien. Mais c'est aussi la campagne de l'Est, c'est-à-dire la campagne des Vosges, la campagne d'Alsace, et après cette chevauchée dans l'Est, dans les Vosges, dans l'Alsace, évidemment, le 23 novembre, la libération de Strasbourg, qui pour la deuxième DB est mythique, puisque le serment de Coufra en 1941 était « Nous ne déposerons pas les armes avant de voir flotter nos trois couleurs sur la flèche de la cathédrale de Strasbourg ». Alors, à ce moment-là, on sait qu'il ne s'entend pas avec Delattre, dont il estime qu'il n'économise pas assez la vie des hommes, et donc il demande à de Gaulle de ne plus être sous les ordres de Delattre. Donc, il est pendant quelques mois dans l'Ouest, près de la poche de Royan, où les Allemands résistent, et finalement, il obtient de Gaulle de retourner sur le front de l'Est, donc en Allemagne. Et là, c'est cette chevauchée en Allemagne où il prend de vitesse les Américains pour être le premier à arriver au Berghof, à Berchtesgaden, puis au Nidegl. Donc ça, c'est une belle geste française. Et dans cette deuxième DB, on avait 3 hommes importants, puisqu'il y avait Philippe de Gaulle, qui était fusilier marin. Il y avait le capitaine de Boissieu, futur gendre du général de Gaulle, et puis il y avait Jean Gabin. Merci beaucoup Hervé Gaimard. Souvenons-nous des mots de Gaulle à Leclerc le 24. Libérer Paris avec une division blindée, nul chef français n'a jamais eu une chance plus grande, mais nul ne l'a mieux méritée. La chance des généraux en temps de guerre, c'est le bonheur des gouvernements et des peuples. Je voudrais rajouter une chose, c'est que le lien entre de Gaulle et Leclerc était absolument incroyable. Et je pense vraiment que Leclerc, avec Jean Moulin, font partie de ces hommes qui ont manqué à de Gaulle après 1945. Puisque Leclerc meurt dans un accident d'avion en 1947. De Gaulle ne participe pas aux obsèques nationales, mais participe aux obsèques privées. Et en rentrant en Colombais, il dit à sa femme
qu'il a arrêté de fumer, parce qu'il faut qu'il préserve sa santé, parce que Leclerc n'est plus là. Donc, on peut vraiment imaginer que De Gaulle a imaginé Leclerc comme son successeur, et qu'à partir du moment où il n'est plus de ce monde, mais il se dit qu'il reste seul.